Voyage au centre de la Terre, chapitre 39. Pendant une demi-heure encore, nos pieds foulèrent ces couches d'ossements. Nous allions en avant, poussés par une ardente curiosité que quelque autre merveille renfermait cette caverne. Quel trésor pour la science! Mon regard s'attendait à toutes les surprises, mon imagination à tous les étonnements. Les rivages de la mer avaient depuis longtemps disparu derrière les collines de l'ossuaire. L'imprudent professeur, s'inquiétant peu de s'égarer, m'entraînait au loin. Nous avancions silencieusement, baignés dans les ondes électriques, par un phénomène que je ne puis expliquer, et grâce à sa diffusion, complète alors, la lumière éclairait uniformément les diverses faces des objets. Son foyer n'existait plus en un point déterminé de l'espace, et elle ne produisait aucun effet d'ombre. On aurait pu se croire en plein midi et en plein été, au milieu des régions équatoriales, sous les rayons verticaux du soleil. Toute vapeur avait disparu, les rochers, les montagnes lointaines, quelques masses confuses de forêts éloignées, prenaient un étrange aspect sous l'égale distribution du fluide lumineux. Nous ressemblions à ce fantastique personnage d'Hoffmann qui a perdu son ombre. Après une marche d'un miles, apparut la lisière d'une forêt immense. Mais non plus un de ces bois de champignons qui avoisinaient Port Graben, c'était la végétation de l'époque tertiaire, dans toute sa magnificence. De grands palmiers, d'espèces aujourd'hui disparues, de superbes palmacides, des pins, des ifs, des cyprès, des thuyas, représentaient la famille des conifères et se reliaient entre eux par un réseau de lianes inextricables. Un tapis de mousse et d'hépatique revêtait moelleusement le sol. Quelques ruisseaux murmuraient sous ces ombrages, peu dignes de ce nom, puisqu'ils ne produisaient pas d'ombre. Sur leurs bords croissaient des fougères arborescentes, semblables à celles des serres chaudes du globe habité. Seulement la couleur manquait à ces arbres et ces arbustes, à ces plantes, privées de la vivifiante chaleur du soleil. Tout se confondait dans une teinte uniforme, brunâtre et comme passée. Les feuilles étaient dépourvues de leur verdure, et les fleurs elles-mêmes, si nombreuses à cette époque tertiaire qui les fit naître, alors sans couleur et sans parfum, semblaient faites d'un papier décoloré sous l'action de l'atmosphère. Mon oncle Lidenbrock s'aventura sous ces gigantesques taillis. Je le suivis, non sans une certaine appréhension, puisque la nature avait fait là les frais d'une alimentation végétale. Pourquoi les redoutables mammifères ne s'y rencontreraient-ils pas? J'apercevais dans ces larges clairières que, laissés les arbres abattus et rongés par le temps, des légumineuses, des acérinées, des rubiacées et 1000 arbrisseaux comestibles, chers aux ruminants de toutes les périodes, puis apparaissaient confondus et entremêlés les arbres des contrées, si différentes de la surface du globe. Le chêne croissant, près du palmier, l'eucalyptus australien s'appuyant au sapin de la Norvège, le bouleau du Nord confondant ses branches avec les branches du coris zélandais. C'était à confondre la race des classificateurs les plus ingénieux de la botanique terrestre. Soudain, je m'arrêtai. De la main, je retins mon oncle. La lumière diffuse permettait d'apercevoir les moindres objets dans la profondeur des taillis. J'avais cru voir. Non, réellement, de mes yeux, je voyais des formes immenses s'agiter sous les arbres. En effet, c'étaient des animaux gigantesques, tout un troupeau de mastodontes, non plus fossilisés, mais vivants et semblables à ceux dont les restes furent découverts en 1801 dans les marais de l'Ohio. J'apercevais ces grands éléphants dont les trompes grouillaient sous les arbres comme une légion de serpents. J'entendais le bruit de leur défense, le bruit de leur longue défense dont l'ivoire taraudait les vieux troncs. Les branches craquaient et les feuilles arrachées par les masses considérables s'engouffraient dans la vaste gueule de ces monstres. Ce rêve où j'avais vu renaître tout ce monde des temps antéhistoriques, des époques ternaires et quaternaires, se réalisait donc enfin, et nous étions là, seuls dans les entrailles du globe, à la merci de ses farouches habitants. Mon oncle regardait. « Allons, dit-il, tout d'un coup en me saisissant le bras. En avant, en avant. Non, m'écriai-je, non, nous sommes sans armes. Que ferions-nous au milieu de ce troupeau de quadrupèdes géants? Venez, mon oncle, venez. Nulle créature humaine ne peut braver impunément la colère de ces monstres. Nulle créature humaine, répondit mon oncle en baissant la voix. Tu te trompes, Axel, regarde, là-bas. Il me semble que j'aperçois un être vivant, un être semblable à nous, un homme. Je regardai, haussant les épaules, et décidé à pousser l'incrédulité jusqu'à ses dernières limites, mais quoi que j'en eus, il fallut bien me rendre à l'évidence. En effet, à moins d'un quart de miles,
appuyé au tronc d'un coryce énorme, un être humain, un protée de ces contrées souterraines, un nouveau fils de Neptune, gardait cet innombrable troupeau de mastodontes. Imanus, Pecoris, Custos, Imanorios, Ips. Oui, Imanorios, Ips. Ce n'était plus l'être fossile dont nous avions relevé le cadavre dans l'ossuaire, c'était un géant capable de commander à ces monstres. Sa taille dépassait 12 pieds, sa tête grosse comme la tête d'un buffle disparaissait dans les broussailles. D'une chevelure inculte, on eût dit une véritable crinière, semblable à celle de l'éléphant des premiers âges. Il brandissait à la main une branche énorme, digne houlette de ce berger antédiluvien. Nous étions restés immobiles, stupéfaits. Mais nous pouvions être aperçus, il fallait fuir. « Venez, venez !» m'écriai-je en entraînant mon oncle, qui pour la première fois se laissa faire. Un quart d'heure plus tard, nous étions hors de la vue de ce redoutable ennemi. Et maintenant que j'y songe, tranquillement, maintenant que le calme s'est refait dans mon esprit, que des mois se sont écoulés depuis cette étrange et surnaturelle rencontre, que penser, que croire ? Non, c'est impossible. Nos sens ont été abusés, nos yeux n'ont pas vu ce qu'ils voyaient, nulle créature humaine n'existait dans ce monde subterrestre, nulle génération d'hommes n'habite ces cavernes inférieures du globe. Sans se soucier des habitants de la surface, sans communication avec eux, c'est insensé, profondément insensé. J'aime mieux admettre l'existence de quelque animal dont la structure se rapproche de la structure humaine, de quelques singes des premières époques géologiques, de quelques protopithèque, de quelques mésopithèques semblables à celui que découvrit M. Lartet dans le gîte ossifère de Sanson, mais celui-ci dépassait par sa taille toutes les mesures données par la paléontologie. N'importe, un singe, oui, un singe, si invraisemblable qu'il soit, mais un homme vivant, et avec lui toute une génération enfuie dans les entrailles de la terre, jamais. Cependant, nous avions quitté la forêt claire et lumineuse, muets d'étonnement, accablés sous une stupéfaction qui touchait à l'abrutissement, nous courions malgré nous. C'était une vraie fuite, semblable à ces entraînements effroyables que l'on subit dans certains cauchemars. Instinctivement, nous revenions vers la mer Lundenbrock. Et je ne sais dans quelle divagation mon esprit se fut emporté sans une préoccupation qui me ramena à des observations plus pratiques. Bien que je fusse certain de fouler un sol entièrement vierge de nos pas, j'apercevais souvent des agrégations de rochers dont la forme rappelait ceux de Port Gräuben. C'était parfois à s'y méprendre, des ruisseaux et des cascades tombaient par centaines des saillies de roc. Je croyais revoir la couche de Surtabrandure, notre fidèle Hansbach, et la grotte où j'étais revenu à la vie, puis quelques pas plus loin, la disposition des contreforts, l'apparition d'un ruisseau, le profil surprenant d'un rocher, venaient me rejeter dans le doute. Je fis part à mon oncle de mon indécision. Il hésita, comme moi, il ne pouvait s'y reconnaître au milieu de ce panorama uniforme. Évidemment, lui dis-je, nous n'avons pas abordé à notre point de départ, mais la tempête nous a ramenés un peu au-dessous, et en suivant le rivage, nous retrouverons Port Gräuben. Dans ce cas, répondit mon oncle, il est inutile de continuer cette exploration, et le mieux est de retourner au radeau. Mais ne te détrompe pas, Axel, il est difficile de se prononcer, car tous ces rochers se ressemblent. Il me semble pourtant reconnaître le promontoire au pied duquel Hans a construit son embarcation. Nous devons être près du petit port, si même ce n'est pas ici, ajoutai-je en examinant une crique que j'ai cru reconnaître. Mais non, Axel, nous retrouverions au moins nos propres traces, et je ne vois rien. Mais je vois, moi, m'écriai-je, en m'élançant vers un objet qui brillait sur le sable. Qu'est-ce donc ? Ceci, répondis-je, et je montrai à mon oncle un poignard que je venais de ramasser. Tiens, dit-il, tu avais donc emporté cette arme avec toi ? Moi ? Aucunement, mais vous ? Non, pas que je sache, répondit le professeur. Je n'ai jamais eu cet objet en ma possession. Voilà qui est particulier. Mais non, c'est bien simple, Axel. Les Islandais ont souvent des armes de ce genre, et Hans, à qui celle-ci appartient, l'aura perdue. Je secouai la tête. Hans n'avait jamais eu ce poignard en sa possession. Est-ce donc l'arme de quelque guerrier antédiluvien, m'écriai-je, d'un homme vivant, d'un contemporain de ce gigantesque berger ? Mais non, ce n'est pas un outil de l'âge de pierre, pas même de l'âge de bronze,
cette lame est d'acier. Mon oncle m'arrêta net dans cette route où m'entraînait une divagation nouvelle, et de son ton froid il me dit « Calme-toi, Axel !» Et reviens à la raison, ce poignard est une arme du XVIe siècle, une véritable dague de celle que les gentilshommes portaient à leur ceinture pour donner le coup de grâce. Elle est d'origine espagnole, elle n'appartient ni à toi ni à moi, ni aux chasseurs, ni même aux êtres humains, qui vivent peut-être dans les entrailles du globe. Oserez-vous dire ? Vois, elle ne s'est pas ébréchée ainsi à s'enfoncer dans la gorge des gens, sa lame est couverte d'une couche de rouille qui ne date ni d'un jour, ni d'un an, ni d'un siècle. Le professeur s'animait, suivant son habitude, en se laissant emporter par son imagination. Axel, reprit-il, nous sommes sur la voie de la grande découverte. Cette lame est restée abandonnée sur le sable depuis 100, 200, 300 ans et s'est ébréchée sur les rocs de cette mer souterraine. Mais elle n'est pas venue seule, m'écriai-je. Elle n'a pas été se tordre d'elle-même, quelqu'un nous a précédés. Oui, un homme. Et cet homme a gravé son nom avec ce poignard, cet homme a voulu encore une fois marquer de sa main la route du centre. Cherchons, cherchons. Et, prodigieusement intéressés, nous voilà longeant la haute muraille, interrogeant les moindres fissures qui pouvaient se changer en galeries. Nous arrivâmes ainsi à un endroit où le rivage se resserrait, la mer venait presque baigner le pied des contreforts, laissant un passage large d'une toise au plus. Entre deux avancées de roc, on apercevait l'entrée d'un tunnel obscur. Là, sur une plaque de granit, apparaissaient deux lettres, mystérieusement, à demi rongées, les deux initiales du hardi et fantastique voyageur. « A.S. » s'écria mon oncle. « Arn Scanazum. Toujours Arn Scanuzum. » Fin du chapitre 39.